BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Voilà le retour de quoi je me mêle. Si vous êtes sur BFM Business, eh bien merci de nous suivre comme chaque week-end à la radio, à la télé. Sur YouTube aussi, bien sûr, et sur la chaîne 01 TV, sur les box Orange, SFR Free et Bouygues depuis peu. On salue tous ceux qui ont une box Bouygues et puis qui peuvent retrouver donc depuis quelques jours la chaîne 01 TV. Toujours avec Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com, Anthony Morel, que vous pouvez retrouver sur BFM Business et RMC avec Estelle Denis tous les jours. On décrypte ensemble l'actualité tech de cette semaine et on repart sur un anniversaire. Les 15 ans de Google Street View. 15 ans, vous vous rendez compte ? Ouais, incroyable. Voilà, forcément, hein, c'est Google Maps, Google Street View, Google Earth a complètement révolutionné notre manière de voyager de manière immobile, hein, en quelque sorte, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un PC, une tablette, moi, je reste parfois des heures entières à survoler comme ça des continents, à préparer mes vacances avec Google Street View, etc., etc. Et donc, les 15 ans de cette appli qui nous a apporté quand même pas mal de plaisir. Hein. Ouais, c'est ça. Je me souviens de la conférence de presse de présentation. Ça m'a, du coup, 15 ans, je me dis, voilà, c'est incroyable, quoi. Mais je me souviens de ça parce que c'est vrai que les conférences de Google, c'est pas toujours des trucs extrêmement excitant parce qu'il y avait beaucoup d'annonces sur le moteur de recherche, ce genre de choses, mais là, ça faisait partie des annonces où il y avait un effet waouh immédiat. Je me souviens, à Google Street View, il y a le truc vraiment in your face, très très clair, quoi. Enfin, ce truc de pouvoir voyager virtuellement, d'avoir une vue à 360 degrés, tu es dans la rue comme si tu étais pour de vrai, finalement. En fait, c'est une innovation qui change la société, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est un peu comme un iPhone, ou c'est une vraie révolution. Exactement. Et on l'a vu d'ailleurs pendant les confinements et les périodes où on a été enfermés là pendant longtemps, où Street View a eu un énorme succès, où il y a eu énormément d'utilisation pour voyager virtuellement de cet outil, de cette application. Alors de manière assez amusante, là pour l'anniversaire, Google a publié les lieux les plus visités sur Google Street View. Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai vu ça, oui. Donc dans le monde et en France. On peut regarder rapidement. Donc dans le monde, numéro 1, c'est la Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde à Dubaï. Et quand on regarde, la 2, c'est la Tour Eiffel. Tour Eiffel qui est numéro 1 en France, de manière assez logique. Alors le classement français est rigolo. Il est bizarre. Parce que numéro 1, c'est la Tour Eiffel. Après, bon, tu peux imaginer, tu as le Louvre, le château de Versailles. Mais le numéro 2, donc entre la Tour Eiffel et le Louvre et le château de Versailles, c'est la plage de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. C'est à côté de chez moi, alors c'est pour ça que ça va un peu titiller, si tu veux. Pourquoi ? Parce que sur la plage de Saint-Brévin-les-Pins, tu as une œuvre d'art contemporain qui s'appelle le Serpent de l'Océan. C'est un squelette de serpent qui a été conçu par un artiste contemporain. Voilà. Enfin, c'est assez étrange, quoi, tu vois. Mais pourquoi c'est numéro 2 ? Personne ne le sait. Google n'a pas d'explication. Et ça attise la curiosité peut-être des gens. Plus que le Louvre. Tu vois, c'est dingue. Je connaissais pas cette statue, le Serpent de l'Océan. Alors du coup, je suis allé la voir. Mais effectivement, je me suis dit, c'est bizarre. Et Google, effectivement, ne sait pas. C'est très étrange. Pourquoi c'est arrivé là. En fait, ils n'ont aucune idée de pourquoi c'est le deuxième monument le plus regardé sur Street View en France. Bizarre. Et alors, bien sûr, au-delà du confort que ça peut apporter à chacun d'entre nous, moi, ce que je trouve incroyable, c'est le travail titanesque qui a été réalisé en 15 ans. C'est-à-dire que là, vous vous rendez compte, c'est toutes les routes, toutes les rues, tous les petits chemins. Enfin, on a tous été surpris parfois. Il y a des petits chemins même de sentiers qui ont été Google Street Viewisés en quelque sorte. Parce que là, on voit, si vous êtes avec nous à la télé, il y a des véhicules, mais il y a des vélos, il y a des piétons, il y a des gars qui s'accrochent en fait sur leur sac à dos, tout un système de caméras hyper sophistiqué pour faire ça à 360, c'est dingue. C'est effectivement, il nous disait, on a eu un petit point presse avec Google et donc un de ses représentants disait que c'est sans doute peut-être la plus grande base de données du monde. Sans doute. On nous a expliqué même qu'une image Street View c'était à peu près 300 mégas vous imaginez 300 mégas par panorama pris à chaque instant. Donc évidemment, après, il y a de la compression et ça ne fait pas... Et au total, plus de 200 milliards d'images. Donc c'est un truc de dingue, effectivement. Et c'est un gros disque dur, là. L'USB, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas, non. Mais ça va Google, je pense, le plus gros disque dur du monde, je pense. Mais effectivement, c'est juste incroyable. Ce qu'il faut voir aussi avec Street View, c'est que c'est vrai que c'est un truc pratique, amusant, et Google aussi l'utilise énormément. Google l'a d'abord utilisé pour
pour mapper le monde physique, parce qu'en fait c'est quand même ça. Il y a sur chaque voiture Street View, il y a des lidars et ça leur fait une représentation 3D très précise de chaque rue dans laquelle ils passent. Ce qui leur a permis ensuite de se lancer sur la voiture autonome. C'est grâce aussi aux données qu'ils ont collectées dans Street View qu'ils ont pu lancer leur projet de voiture autonome en modélisant toutes les rues du monde comme ça. On peut on peut plus facilement mettre une voiture sans chauffeur puisque la voiture connaît son environnement, sait où seront les feux, sait où voilà. Après, toutes ces données ont servi aussi à Google pour d'autres applications comme Live View, et c'est sa première application de réalité augmentée. C'est cette fonction qui vous permet de, quand vous levez votre téléphone, voir directement dans Google Maps par où aller quand vous sortez du métro. C'est très pratique pour les gens qui n'ont pas du tout le... Et ça, c'est y compris d'ailleurs à l'intérieur de certains bâtiments. Ça aussi qui est génial, ça fonctionne dans des aéroports, dans des gares, donc quand tu es un peu paumé, c'est génial. D'un point de vue technologique, c'est fou ce qu'ils sont parvenus à faire. Je sais pas ce que vous avez vu là avec les Invalides. Oui, dans les Invalides, certains monuments. Exactement, tu as aussi dans des monuments, ils ont fait aussi le Grand Canyon en extérieur. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que ça a évolué de manière dingue quand ça a été présenté donc en 2007. C'était quelques villes américaines. Il y avait 5 villes américaines. Après, c'est débarqué en France l'année d'après. Et après, comme tu dis, ça a été les grandes villes, puis des villes un petit peu plus petites, puis des monuments, des lieux, des points d'intérêt particuliers. Et puis, il y a tout un écosystème qui s'est développé aussi à partir de Google Street View que je trouve fascinant. Moi, c'est mon côté joueur qui ressort. Mais tu as par exemple le succès d'un jeu qui est très apprécié des streamers, c'est GeoGuessr. C'est génial. C'est génial, GeoGuessr, c'est ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, où en gros on va te mettre à un point de Google Street View n'importe où, au hasard, et tu dois te repérer le plus rapidement possible. Tu dois deviner où tu te trouves. Le principe, je trouve, c'est génial, c'est ultra simple en fait. C'est basé juste sur l'architecture incroyable qu'a mis en place Google, mais le principe du jeu est d'une simplicité déconcertante, sauf que tu peux y jouer pendant des heures et des heures, tu as des champions de GeoGuessr. Je trouve ça génial. Moi, je suis un gros fan d'escape game également. Il y a des escape games virtuels qui se sont lancés, et notamment pendant la pandémie, pendant les périodes de confinement, pour les accros qui étaient privés d'escape games, eh bien tu as des escape games qui sont basés sur Google Street View, donc qui sont des sortes de jeux de chasse au trésor où tu vas, alors tu es en visio avec tes amis, et tu dois suivre un chemin d'énigmes qui passe par Google Street View, donc tu te balades presque comme si tu étais vraiment dans la rue. Enfin, je trouve que ce qu'on a réussi à faire à partir de Google Street View, c'est aussi génial. Ouais. Et j'en profite d'ailleurs pour dire ce que fait de nouveau Google Street View. Alors ça fait longtemps qu'il le fait, mais ça c'est aussi une fonction qui est vachement intéressante parce que Google ne se contente pas de prendre une photo à un instant T d'une rue. Il revient régulièrement dans les mêmes endroits. Alors on disait par exemple sur Paris, c'est à peu près tous les ans. Tous les ans, il y a des voitures qui repassent dans les rues de Paris pour voir comment ça a évolué. Et la nouvelle fonction que présente Google là, alors elle existe déjà sur ordinateur, mais bon, elle est un peu cachée et pas très utilisée, c'est qu'ils vont lancer sur smartphone la possibilité de remonter dans le temps sur Google Street View. Donc on pourra regarder non seulement la plus récente des images acquises par la voiture, mais aussi les différentes images. Ce qu'on peut faire sur Google Earth d'ailleurs. Oui, on peut le vue satellite. Exactement. Voilà. Et ça, c'est assez marrant parce que ça peut, c'est vrai qu'on peut voir comme ça l'évolution de son quartier, de sa rue. C'est vraiment assez bluffant en fait à faire, voir comment les arbres ont poussé, s'il y a des arbres qui ont été coupés. Alors ça va aussi servir, je pense, pour certaines municipalités par exemple. Non, mais c'est clair. Ce sera génial à voir dans 20 ou 30 ans, tu vois, sur l'évolution. Parce que là, on a encore un laps de temps qui est relativement court, mais c'est vrai que ça va être... mine de rien, ça commence à compter, parce que les premières photos sur Paris, c'est 2008, et déjà, tu commences à voir la différence. En 14 ans, c'est énorme. Voilà. C'est une archive historique qui se met à jour quasiment en temps réel. Et c'est assez fascinant en fait aussi de ce côté historique, au-delà de juste le côté géographique, c'est assez génial. Et je pense aussi à toutes les personnes qui sont handicapées, c'est un outil incroyable d'évasion. Bien sûr, quoi. Tu voyages depuis ton canapé. Tu voyages depuis ton canapé, tu peux. Voilà. Et ça va être encore renforcé par la réalité virtuelle. Ouais. Tu as maintenant Street View est intégré. Alors, tu as Google Earth VR et ils ont intégré Street View à l'intérieur. Et donc, tu peux te balader dans Tokyo, mais comme si tu y étais. Si tu as un casque de VR sur la tête, là, tu as l'immersion totale. Quoi. Et là, oui, on peut dire qu'on ne parle pas beaucoup de VR chez Google, mais là, ils ont quand même pas mal de trucs qui sont prêts déjà, mine de rien. Quand ils vont appuyer sur le bouton
bouton et qu'ils auront leur device ou qu'ils lanceront, on va dire, une solution VR, ils ont plein de choses déjà qui sont compatibles. C'est marrant d'ailleurs parce que je sais pas si vous avez vu ce qu'ils ont présenté aussi à l'IO il y a quelques jours. C'était un truc qui s'appelle Immersive View, qui est en fait une vue en 3D de certaines villes pour l'instant, mais alors il commence toujours avec quelques villes. Avec des images de Londres qui étaient impressionnantes. Voilà, par exemple. Et là, en fait, ça c'est fait grâce à Street View, grâce aux photos satellites, grâce aussi à des photos aériennes. Tout ça s'est combiné et ça crée en fait une modélisation 3D d'une ville. Ouais. Et en fait, effectivement, ils le disent, grâce à Street View, ils ont employé le terme d'ailleurs à la conférence, clairement. Ils ont commencé à parler de métaverse avec effectivement toutes ces technologies combinées. Ouais. On pourrait un jour se balader dans une planète, on va dire 3D créée par Google. Mais Google va nous sortir un truc là. C'est ça. Ils ont le canevas, quoi. Ils ont vraiment le canevas. Encore une fois du métaverse, mais ils ont le canevas du monde entier. Bien sûr, ils attendent le bon moment, mais ils vont appuyer sur le bouton, ça c'est certain. Ouais. Puisqu'on est dans Google, on va y rester. Avec Anthony, tu voulais nous parler de cette première IA généraliste que Google a créée et qui est, paraît-il, impressionnante. Ouais, alors c'est ce qu'ils disent en tout cas. Alors c'est en fait un tweet qui a été publié par un chercheur en IA de chez DeepMind, donc la filiale intelligence artificielle de chez Google. Bon, DeepMind, on les connaît bien, c'est eux qui ont mis au point notamment l'IA qui avait battu le champion du monde de jeux de Go. Et plein d'autres choses, mais en tout cas, ils avaient beaucoup fait parler d'eux grâce à ça. Et il a publié un petit tweet « The game is over ». Game over, donc la partie est pliée. En gros, voilà, l'intelligence artificielle, ça y est, on est les rois. C'est ce que ça voulait dire. Et en gros, ce que disait ce chercheur, c'est que Google aurait mis au point la première intelligence artificielle générale, qui est un peu le Graal dans le domaine des algorithmes. Alors, pardon, je vais probablement un peu trop simplifier, pardon pour les experts et les puristes qui nous écoutent, mais en gros, l'idée, c'est que contrairement aux algorithmes qu'on a aujourd'hui, qui sont très monomaniaques, j'allais dire monotâches, ultra spécialisés, tu as par exemple des algorithmes pour faire conduire une voiture autonome, par exemple, d'autres qui vont être capables de détecter un problème sur une image médicale. Donc ils ont une tâche très spécifique dans laquelle ils sont très performants. Eh bien, cette intelligence artificielle générale, elle, serait capable quasiment de répondre et de réagir comme le cerveau humain. C'est-à-dire déjà de comprendre. Ouais, de comprendre le contexte. Ce qu'elle a en face. D'apprendre, exactement, c'est ça. Et de raisonner de façon logique, d'apprendre, de raisonner, de communiquer, de passer d'une tâche à une autre de façon logique et de gérer plus de 600 tâches différentes. Donc je vous en donne quelques-unes. Elle est capable, par exemple, de reconnaître et de classer des images, à faire du dialogue naturel avec des êtres humains, empiler des blocs en utilisant un bras robotique, jouer à des jeux vidéo, écrire des poèmes, et dans la plupart de ces tâches, elle s'en sort mieux que les humains. Alors pour les poèmes, il faudra voir, parce que c'est quand même très subjectif. Tu m'étonnes. Je suis pas certain. Pour les poèmes, tout ce qui est art et intelligence artificielle, ça donne rarement des résultats incroyables. Mais pour les autres, elle s'en sort globalement pas trop mal. Et d'où ce tweet qui a fait l'effet d'une bombe et qui a fait pas mal polémique en vrai, parce qu'il y a beaucoup de... je vais te laisser enchaîner, Eric, mais en gros, il y a beaucoup d'experts en intelligence artificielle qui se sont récriés en disant que Google faisait preuve d'arrogance, que l'intelligence artificielle générale, on n'y était clairement pas encore, et que bon, ils se vantaient un peu, mais que c'était probablement pas si révolutionnaire que ça. Exactement. Eric. Je pense que d'ailleurs, c'est Luc Julia qui serait très bon pour en parler, lui qui beaucoup parlé sur très énervé. Il serait très énervé sur ce sujet. Mais effectivement, oui, qui, rappelons-le, lui dit... crie même que l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est l'un de ses bouquins sur ce sujet, et qu'on est loin vraiment d'une intelligence artificielle en générale. Parce qu'effectivement, ce terme est important. Ils ont utilisé le terme de intelligence artificielle générale, ce qui veut dire effectivement, en gros, comme tu le disais Anthony, que il s'agirait d'une IA qui serait capable de raisonner comme un humain. Et en gros, c'est un peu le Graal, clairement. On a enfin créé l'intelligence artificielle intelligente, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La vraie intelligence artificielle. Sauf qu'effectivement, ce tweet est sans doute un petit peu provocateur pour faire le buzz et tout ça, et qu'il a effectivement provoqué pas mal de réactions, même de Yann Lequin. Yann Lequin, qui est patron de l'IA chez Meta et qui a une sommité de français, pour le rappeler. Français et même breton, j'ajouterais. L'agneau.
Je crois que c'est de Lannion, non? Où il a fait Je sais ses plus études à Lyon. exactement d'où il est, mais bon, et voilà. Mais en tout cas, bon, voilà, il a fait un petit message sur Facebook pour dire attention les gars, calmez-vous, on n'en est pas encore tout à fait là. Et c'est vrai que beaucoup critiquent effectivement. Alors tu dis, je crois que c'est 600 tâches qu'il est capable de faire, mais certains disent oui, mais d'accord, mais nous, notre cerveau, ce n'est pas une collection de modules avec tiens, sur quoi je vais me mettre là? Je vais me mettre sur ma tâche, je joue aux échecs. Voilà. Effectivement, notre force, c'est l'adaptabilité. Voilà. C'est ça. Et effectivement, ce que dit notamment Yann Lequin, c'est qu'il faudrait qu'on invente de nouvelles manières d'apprendre aux ordinateurs, qui ne seraient pas forcément les réseaux neuronaux profonds qu'on connaît aujourd'hui, qui sont très utilisés, mais peut-être de leur apprendre à la vie comme un bébé, par exemple. Il faudrait trouver de nouvelles manières pour qu'éventuellement on arrive à les rendre intelligents. Donc ça voudrait dire qu'ils aient énormément de capteurs qui découvrent la vie un peu comme on le fait nous, et ça suppose des défis incroyables. Donc effectivement, en tout cas, ce qui est sûr par contre, demain, cette histoire-là, ce qui est sûr par contre, c'est qu'il ne faut pas non plus dire que ce qu'a fait DeepMind, c'est nul. Hein. C'est quand même une entreprise qui est extrêmement pointue en matière d'IA, sans doute des meilleures du monde, et que leur software va faire avancer l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai qu'il y a toujours tendance maintenant à faire le buzz un petit peu sur des Je me demande si c'est pas fait taper sur les doigts le gars après, parce que tu vois, dans ce monde très feutré, des experts en IA qui sont pas du genre à se vanter, tu vois. En général, c'est des mecs qui sont ultra cortiqués, mais les avancées, elles se font plutôt discrètement. Et là, son tweet a quand même fait l'effet d'une petite bombe. Mais c'est vrai, c'est exactement ce que tu disais sur le fait que, en fait, il faudrait une IA qui apprenne comme un être humain. C'est l'exemple que prend Luc Julia à chaque fois, qui est frappant. Il dit, une intelligence artificielle aujourd'hui, si tu veux qu'elle reconnaisse un chat, il faut lui montrer des centaines de milliers d'images de chats, encore et encore et encore et encore. Et même comme ça, une fois sur deux, enfin, bon, elle peut se planter entre un chat et un gâteau qui ressemble à un chat. Tu vois, enfin, des trucs très bêtes. Alors qu'un bébé humain, tu lui montres 2 fois un chat, et il va reconnaître un chat toute sa vie sans se tromper, tu vois. Et là, on en est très loin aujourd'hui. Donc c'est des modèles complètement différents qu'il faut inventer. Donc clairement, on n'en est pas là. En 2 minutes, alors bon, c'est beaucoup plus matériel. Hein. Uber qui teste la livraison de repas par robot en Californie. Excusez-nous, mais bon, voilà, hein, on se fait tous livrer les pizzas. On reste dans l'intelligence artificielle d'une certaine manière. Certes. Avec cette petite armoire roulante, hein, en quelque sorte, c'est ça. Hein, c'est ça. Une espèce de glacière roulante. Ah oui, c'est bien décrit, c'est exactement ça. Une glacière roulante. Qui est testée en Californie. Hein. Qui est testée en Californie, à Los Angeles notamment et à Santa Monica. Et donc le principe, c'est que tu vas pouvoir passer ta commande comme tu le fais aujourd'hui donc sur Uber Eats, sauf qu'au lieu d'avoir un coursier à vélo, eh bien, tu as ces petites armoires roulantes robotisées qui vont accepter la commande, qui vont aller vers le restaurant et puis qui vont venir jusque chez toi. Alors, de manière autonome, elles seront quand même supervisée à distance par un opérateur humain qui télécommandée ou pas? Non, alors a priori elle se débrouille toute seule, mais il y a un opérateur humain qui, en cas de problème, s'il y a un obstacle, alors normalement elles sont censées éviter les obstacles, enfin on ne sait jamais ce qui peut se produire, il peut reprendre la main, mais non, normalement ils se débrouillent tout seuls, ils sont censés rouler sur les trottoirs, éviter les obstacles, éviter les piétons, et une fois qu'ils arrivent devant chez toi, tu reçois un petit message avec un code unique pour pouvoir déverrouiller la boîte et récupérer ton repas. Donc voilà. Alors la conclusion pour Eric, qui je sais va être sans doute contre. Non. Écoute, je me suis dit... moi j'attends de voir si ça va bien marcher surtout parce que bon là c'est effectivement à Santa Monica, ils sont pas pris beaucoup de risques parce que c'est un des quartiers les plus chics de Los Angeles. C'est les grands trottoirs qui font 10 km de large déjà. J'attends de voir la place de l'Étoile. Ça va être beaucoup plus compliqué dans certaines rues de Paris où là il faudra qu'ils surfent entre les piétons, les vélos, les trottinettes, les coups de pied. J'aimerais bien voir si ça marche vraiment, sans doute. Mais j'aimerais bien le tester en tout cas, essayer juste une fois. Ouais. Mais tu sais que tout le monde est sur le coup, hein, parce que là on parle d'Uber, mais Amazon est aussi sur le coup, FedEx, aux États-Unis, tu as toutes les grandes chaînes de distribution, genre Kroger, enfin des grandes épiceries, des grandes chaînes alimentaires. Donc, on sent que c'est le Graal en fait. Là, il y a vraiment un truc. Et encore une fois, la crise sanitaire a été un accélérateur, parce qu'en Chine, ils ont développé ça à marche forcée. Parce que tout le monde était bloqué, et donc pour éviter que tout contact humain, on faisait des livraisons par robot interposé. Donc ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un certain nombre de fois. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin de ce De quoi je me mêle. Merci à tous les deux. Merci Eric. Merci. Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de Zeronet.com, et Anthony Morel. Merci à tous les deux. Ce De quoi je me mêle est terminé. Encore une fois, un bon week-end.
profitez-en. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver Tech & Co tous les soirs, que j'ai le plaisir de présenter sur BFM Business, à la radio, à la télé, de 20h à 22h. Si vous êtes un accro à la tech, si vous avez passé un bon moment, je vous invite à découvrir cette émission si ce n'est déjà fait. Et je vous retrouve le week-end prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.